On, fight till the end. Honneur et gloire, vous devez gagner. Alors battez-vous, 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 battez-vous. Pour l'État de Washington et le 3 mars 1994, John Candy a passé 2 étranges appels téléphoniques à ses enfants. Il leur a dit qu'il les aimait, mais il y avait quelque chose de différent dans sa voix. Quelques heures plus tard, il était mort dans une chambre d'hôtel mexicaine. Il n'avait que 43 ans. Ce que personne ne savait, c'est que John menait une bataille secrète depuis l'enfance. Tout a commencé lorsque son père est décédé, alors qu'il n'avait que 4 ans. Cette tragédie a semé une peur qui allait le consumer toute sa vie. Les appels téléphoniques n'étaient pas aléatoires. John savait que quelque chose allait arriver. John Candy est né par une froide nuit d'Halloween, le 31 octobre 1950, à Newmarket, en Ontario. Ses parents, Sidney et Evangeline Candy, l'ont élevé dans une modeste maison catholique dans le quartier d'East York, à Toronto. Sidney travaillait comme vendeur de voitures. Evangeline avait des racines polonaises. John avait un frère aîné nommé Jim et il vivait au 217 avenue Woodville. Ses grands-parents étaient venus au Canada en 1913 avec l'espoir d'une vie meilleure. Mais ces rêves n'ont jamais rendu la vie facile. Dès le début, l'argent a toujours été rare. John est allé à l'école catholique et a été façonné à la fois par la foi et les difficultés financières. Tout semblait gérable jusqu'à ce qu'il se passe quelque chose qui a tout changé. Quand John n'avait que 4 ans, il a commencé à ressentir un étrange vide à l'intérieur. Il dira plus tard, dans des interviews, que ce n'est jamais vraiment parti. Ce sentiment venait de la peur de quelque chose qu'il ne pouvait pas encore comprendre pleinement. En février 1955, juste avant que John n'ait 5 ans, son monde s'est effondré. Son père, Sidney, est décédé subitement d'une crise cardiaque. Il n'avait que 35 ans. Les médecins ont dit que cela était dû à des complications d'une maladie cardiaque, aggravée par le stress qu'il a subi après avoir servi pendant la Seconde Guerre mondiale. Sidney avait combattu avec les 40th Highlanders et luttait contre les sueurs nocturnes et les problèmes d'emploi après la guerre. La mort a frappé comme un éclair. Evangeline avait 39 ans et s'est retrouvée seule avec 2 garçons. Elle a accepté tous les emplois qu'elle pouvait trouver, travaillant comme secrétaire et plus encore pour faire vivre la famille. Ils ont emménagé dans un petit bungalow avec la famille élargie, vivant proches et serrés à la fois dans l'espace et les émotions. John a dit plus tard que cette perte avait créé un trou dans son cœur qui ne s'est jamais refermé. Il a essayé d'aider. Il collectionnait les capsules de bouteilles, livrait des médicaments et faisait des petits boulots juste pour se sentir utile. Mais au fond, il avait très peur. Il se voyait suivre le même sort que son père. Cette peur ne l'a jamais quitté et façonnerait sa vision du monde et la façon dont il traitait son corps. Au Neil McNeil Catholic High School, où il est entré vers 1964, John s'est lancé dans le sport. Sa taille lui donnait de la puissance sur le terrain de football. Il est devenu une star en tant que plaqueur offensif et a aidé son école à remporter des championnats en 1967. Pendant un certain temps, il a rêvé de devenir professionnel, mais en 1968, une grave blessure au genou a anéanti ce rêve pour toujours. Cette perte a été un coup dur. Il a commencé à se tourner vers la comédie pour faire face. Il plaisantait, recréait des scènes de films à la maison et utilisait l'humour pour cacher la douleur. Même lorsqu'il jouait de la clarinette dans le groupe et siégeait au conseil étudiant, ses camarades de classe le considéraient comme le grand gars tranquille qui gardait les choses enfouies. Il était en proie à des cauchemars de crise cardiaque. Il avait déjà vu trop de morts pour se sentir en sécurité. Ses années d'adolescence ont façonné l'humour dont les gens tomberaient amoureux plus tard. Mais cet humour venait de la tristesse, pas de la joie. Après la mort de son père en 1955, la famille a déménagé encore et encore. En 1960, ils avaient déjà changé de maison au moins 3 fois. Chaque déménagement ajoutait au sentiment de John que rien n'était stable.
À 9 ans, il a commencé à travailler dans un magasin de fish and chips. Sa mère continuait de jongler avec les emplois. John est devenu protecteur de sa famille, en particulier de son frère, mais le prix était élevé. Il était tenté par des cauchemars de mourir jeune. Dans une interview de 1989, il a appelé cela une malédiction génétique. Ses craintes l'ont rendu timide en public et profondément loyal envers ses proches. Cette loyauté se manifesterait plus tard au cours de ses années à SCTV, où il n'a jamais laissé son ego entraver l'amitié. En 1969, à seulement 19 ans, John est entré au Centennial College de Toronto pour étudier le journalisme. Il voulait quelque chose de stable, mais le destin avait d'autres plans. Tout en aidant à une pièce de théâtre locale, quelque chose s'est déclenché en lui. Le théâtre le faisait se sentir vivant, d'une manière que le journalisme ne pouvait pas. En octobre 1971, il a obtenu un petit rôle dans la pièce Crepes de David Freeman, gagnant 40 $ par semaine. C'est tout ce qu'il a fallu. Il a abandonné ses études et s'est lancé dans le théâtre à la place. À cette époque, il a rencontré Dan Aykroyd. Les deux sont devenus amis en travaillant sur des tournées théâtrales. En 1972, John jouait dans des pièces pour enfants avec le Caravan Theatre, voyageant pendant les étés et faisant rire les enfants. Il a même refusé une publicité pour un dentifrice pour s'en tenir au théâtre. Il ne s'agissait plus d'argent. Le théâtre est devenu une bouée de sauvetage. La même année, il a rejoint le Children's Theatre de Toronto, gagnant 25 $ par spectacle. Il jouait des rôles idiots pour les enfants, tirant souvent des personnages de ses propres peurs. Son idole était Jackie Gleason, qui a fait en sorte que les grands se sentent vus. La comédie de Gleason semblait réelle et John s'y est profondément connecté. Par un coup du sort, il a obtenu le rôle au théâtre pour enfants après que Dan Aykroyd l'ait refusé. Ils ont fini par vivre ensemble, partageant de minuscules chambres et de grands rêves. John pesait plus de 300 livres à ce moment-là et était souvent rejeté en raison de sa taille. Mais le théâtre a aidé. Cela lui a donné un exutoire pour la douleur et la tristesse. Ses personnages sont devenus un bouclier. Lentement, sa tristesse est devenue de l'art. Au début de 1973, à 22 ans, il a auditionné pour Second City, Toronto. Ils ne l'ont pas accepté tout de suite. Ils l'ont envoyé à Chicago, à la place où il s'est entraîné sous la direction de Bill Murray pendant 1 an. Quand il est revenu en 1975, il a rejoint un groupe qui comprenait de futures stars comme Eugene Levy, Gilda Radner et Catherine O'Hara. La troupe était en difficulté. Elle avait failli faire faillite 2 fois. John ne se contentait pas de jouer des sketchs. Il s'y investissait corps et âme. Sa comédie venait de lieux réels, de ses peurs d'être seul, d'avoir grandi trop vite. Il a dit un jour qu'il ne voulait pas seulement que les gens rient, il voulait qu'ils ressentent quelque chose. C'est ce qui rendait son travail si honnête. Pendant ces années, il gagnait moins de 100 $ par semaine. Mais il s'en fichait. Il construisait quelque chose de réel avec des amis qui voyaient la même beauté dans la lutte. Pendant ses premières années, à Second City, John et Dan Aykroyd vivaient dans un minuscule appartement et écrivaient des sketchs toute la nuit. Ils survivaient à peine avec 40 $ par semaine, mais ils ont créé une comédie qui ne ressemblait à rien d'autre. John a utilisé sa douleur, la mort de son père en 1955, le harcèlement, les problèmes de poids et les a transformés en sketchs qui semblaient humains. Ils ont écrit sur la vie canadienne sans simplement copier les routines américaines. À 24 ans, John se produisait plus d'une centaine de fois par an. Ses personnages étaient teints de fous, mais ils avaient tous du cœur. Son improvisation impressionnait tout le monde. Elle a même contribué à lancer SCTV en 1976. Cette émission allait tout changer. Même avec son succès grandissant, John continuait de faire face à des rappels douloureux de la façon dont le monde le voyait. Au début des années 1970, plusieurs écoles de théâtre l'ont rejeté uniquement à cause de son poids. À l'âge de 20 ans, il pesait plus de 350 livres. Il est tombé dans une profonde dépression. Il essayait de le cacher avec des blagues, mais cela le rongeait. En 1971, malgré de fortes auditions, les portes se sont fermées.
il a trouvé sa place dans le théâtre communautaire, gagnant 40 $ par semaine dans Creeps. Mais le rejet a laissé des cicatrices qui ne se sont jamais refermées. Il a dit un jour que chaque nom lui rappelait qu'il avait 4 ans et qu'il avait perdu son père. En 1976, à 25 ans, John a cofondé SCTV avec des amis de Second City. Il n'avait presque pas d'argent. Chaque épisode coûtait seulement 35 000 $ à produire et était diffusé sur une chaîne canadienne à peine connue. Mais cela ne les a pas arrêtés. Son personnage, Johnny Laroux, un animateur de talk-show louche, est devenu une icône. Les décors avaient l'air bon marché exprès. Il se moquait de la télévision elle-même et les gens ont adoré ça. SCTV a duré des années et a créé 106 épisodes. Ce n'était pas seulement une émission de comédie, c'était un endroit où les cœurs brisés faisaient quelque chose de beau. John a transformé la peur et la tristesse en rire, et le monde l'a remarqué. L'un de ses sketchs les plus célèbres sur SCTV était Farm Film Report, où il jouait un personnage idiot nommé Billy Soul Urak avec sa co-star Joe Flaherty. Il faisait exploser de fausses célébrités à l'écran de manière absurde. Un épisode plaisantait même sur le dynamitage d'un personnage basé sur Danny Trejo. La phrase « He blowed up real good » est devenue emblématique. C'était ridicule et hilarant, mais cela montrait jusqu'où John était prêt à aller pour faire rire les gens. En 1941, le sketch a contribué à obtenir sa première nomination aux Emmy Awards pour l'écriture. La même année, l'émission a commencé à être diffusée aux États-Unis sur NBC, faisant passer John d'un secret canadien à une star internationale. Tout en travaillant encore sur SCTV, John a accepté des rôles d'invité, dont un en 1967 dans le David Steinberg Show. Là, il s'est ouvert d'une manière choquante. Il a fait un sketch improvisé sur ses luttes contre la suralimentation. Il a admis avoir des crises de boulimie lorsqu'il était anxieux. Il a même avoué fumer un paquet de cigarettes par jour depuis son adolescence. Ce moment a stupéfié le public. Ce n'était pas seulement drôle, c'était brut et réel. Il a également travaillé sur d'autres émissions canadiennes cette année-là et a remporté des prix. Mais lorsque la pression augmentait, il se retirait dans sa ferme de l'Ontario. En coulisses, il luttait toujours contre la même douleur depuis 1955. Les premiers pas de John Candy à Hollywood ont eu lieu en 1969, et cela a failli l'anéantir. Il avait décroché un rôle mineur dans la comédie romantique Lost and Found, jouant un invité excentrique dans un complexe hôtelier. La distribution comptait de grands noms comme George Segal et Glenda Jackson, mais rien de tout cela n'a aidé lorsque le film s'est effondré. Le scénario était faible, la réalisation était bâclée, et même le charme comique de Candy n'a pas pu le sauver. Il a coûté 3 millions de dollars à réaliser et n'a rapporté que 1,5 million de dollars. Les critiques ont été brutales. Le New York Times ne s'est pas retenu. Ils l'ont qualifié de trou noir comique. Candy était dévasté. Il a dit à ses amis qu'il ne pensait pas avoir ce qu'il fallait pour réussir dans le cinéma. Il a même envisagé de retourner à la télévision canadienne. Un jour sur le plateau, il a essayé d'alléger l'atmosphère en improvisant une scène de slapstick au bord de la piscine, mais il a accidentellement blessé un cascadeur. Cette erreur a entraîné une réclamation d'assurance de 50 000 $ et des tensions avec l'équipe. En 1980, il gagnait à peine 500 $ par épisode sur SCTV. Et Hollywood le poussait déjà dans la case du gros rigolo, une étiquette qui lui collerait à la peau pour le reste de sa vie. Les choses ont commencé à changer en 1980 lorsqu'il est apparu dans les Blues Brothers. Il a joué Burton Mercer, un agent de libération conditionnelle sérieux, mais le chaos hors caméra était encore plus grand que ce qui s'est retrouvé dans le film. La consommation de drogue de John Belushi était hors de contrôle et Candy a été entraîné dans ce tourbillon. Pendant le tournage de la célèbre course-poursuite à grande vitesse à travers Chicago, ils ont détruit plus de 100 voitures et dépensé 10 millions de dollars, soit près d'un tiers du budget. Candy a commencé à consommer de la cocaïne plus fréquemment
ayant été initié lors de ses longues nuits de fête avec Belushi. Une nuit, il a perdu connaissance et a manqué une journée entière de tournage. Le réalisateur, John Landis, était furieux et a failli le remplacer. Candy prenait du poids à cause du stress et perdait le contrôle de sa santé. Même si le film a rapporté plus de 115 millions de dollars et a fait de lui un nom reconnaissable, il a également aggravé sa dépendance. En 1945, il se retrouverait en cure de désintoxication pour la première fois. En 1981, Candy a assumé le rôle d'Ox dans la comédie Stripes. Sa performance était brillante et le film a été un succès, rapportant 85 millions de dollars avec un budget de seulement 10 millions de dollars. Mais en coulisses, les choses n'étaient pas si amusantes. Le réalisateur, Ivan Reitman, a dit à Candy de perdre 30 livres en seulement 2 semaines, sous peine d'être coupé du film. Ce n'était pas dans son contrat, mais la menace était réelle. Lorsque Candy n'a pas pu répondre à la demande, Reitman l'a insulté devant l'équipe, le traitant de fainéant. Candy s'est enfermé dans sa caravane pendant 6 heures, fumant sans arrêt et pleurant. Bill Murray est intervenu et a dit que si Candy était viré, il quitterait le film aussi. Cette loyauté a sauvé le rôle de Candy, mais les dommages émotionnels étaient un fait. Il a essayé un régime amaigrissant par la suite et a perdu 15 livres, mais cela a causé des palpitations cardiaques. Ce même cœur allait le lâcher en 1995, lui ôtant la vie à seulement 43 ans. La même année, Candy a prêté sa voix au film d'animation Heavy Metal. Il était seul dans une cabine d'enregistrement à Toronto le 15 juillet lorsqu'il a soudainement senti sa poitrine se serrer. Il s'est effondré, paniqué, pensant qu'il avait une crise cardiaque. Les ambulanciers ont dû lui donner de l'oxygène et la production a été interrompue pendant 2 jours. On lui avait demandé d'interpréter 50 voix en une seule session, mais il était épuisé, dormant à peine 3 heures par nuit. La cocaïne qu'il avait prise à l'époque des Blues Brothers était toujours dans son système. Après l'incident, les médecins ont dit qu'il s'agissait d'une crise d'angoisse à part entière. On lui a donné du Valium qu'il continuerait à utiliser pendant des années. Même si le film a rapporté 20 millions de dollars, Candy en est sorti plus fragile que jamais. Il a recommencé à avoir des crises de boulimie et a pris 25 livres à cause du stress. En 1983, le rôle de Candy dans National Lampoon's Vacation était censé être petit mais mémorable. Il a joué un agent de sécurité de parc d'attractions et est sorti du scénario avec un monologue fou qui a transformé une scène de 2 minutes en 10. Le studio n'était pas content. Les dirigeants ont qualifié son travail de non professionnel et il a failli être renvoyé. Puis les choses ont empiré. Lors d'un nouveau tournage, Candy a fait trébucher Chevy Chase par accident, causant une blessure qui a retardé le tournage. Chase a explosé contre lui sur le plateau et Candy a été secoué. Pourtant, il a continué à pousser, gagnant seulement 100 000 $ pour le rôle. À côté de cela, il faisait face à la pression en buvant beaucoup, jusqu'à 12 bières par jour, et en mangeant de la malbouffe, ce qui a ajouté 10 livres de plus à sa silhouette. Pourtant, le film a rapporté plus de 60 millions de dollars et son moment à l'écran est resté gravé dans l'esprit du public. En 1984, Candy tournait Splash avec Tom Hanks. Il y avait une scène de racquetball où il devait avoir l'air d'avoir la gueule de bois, mais en réalité, il avait la gueule de bois aussi. Après avoir fait la fête jusqu'à 5 heures du matin avec Jack Nicholson, pendant le tournage, il s'est accidentellement frappé au visage avec la balle de raquette. Ce moment s'est retrouvé dans le film. Cela avait l'air drôle, mais ce n'était pas mis en scène. Il a dû interrompre le tournage pendant 2 jours pour se remettre. Le film a fini par rapporter près de 70 millions de dollars et sa performance a été saluée. Mais le style de vie de Candy en coulisses le rattrapait rapidement. Dans Planes, Trains and Automobiles de 1987, Candy a joué Dale Griffith, un rôle qui est devenu l'un de ses plus emblématiques. Il y a un moment dans le film où il se transforme en diable au milieu d'une scène d'autoroute chaotique. Ce n'était pas dans le scénario original.
Candy l'a inventé sur le champ, riant de façon maniaque, alors que les flammes et les phares clignotaient autour de lui. La scène n'a duré que 45 secondes, mais l'énergie qu'il y a mise l'a épuisé. Il tournait toute la nuit et il a à peine dormi. Steve Martin a dit que c'était comme regarder l'épuisement de Candy devenir de l'art. 2 membres de l'équipe ont été blessés pendant cette scène. Candy reprenait du poids, luttant pour faire face à la pression. Tout en travaillant sur Spaceballs en 1997, Candy a dû porter un lourd costume animatronique en tant que Barf, le personnage mi-homme, mi-chien. La queue, qui était contrôlée à distance, a mal fonctionné et a fouetté la main d'un membre de l'équipe, nécessitant des points de suture. Candy était déjà mal à l'aise dans le costume de 15 livres et transpirait pendant des journées de 14 heures. La culpabilité l'a frappé de plein fouet. Il a commencé à manger 5000 calories par jour juste pour s'en sortir. Ses improvisations ont aidé à sauver le rôle et le film a rapporté 38 millions de dollars, mais il n'a jamais complètement surmonté la honte de l'accident. Dans Maman, j'ai raté l'avion. Des années 1990, Candy n'est apparu que dans une seule scène en tant que Gus Polinski, le roi de la polka. Il a été filmé à 4h30 du matin après une brutale journée de travail de 23 heures et il a tout improvisé. Il n'a été payé que 414 $ pour cela. Le film a rapporté 476 millions de dollars. Des années plus tard, il était toujours contrarié par le peu qu'il avait été payé. Sur le plateau de Seul au monde en 1995, il a de nouveau mentionné l'insulte au réalisateur. C'était un rappel de la façon dont Hollywood prenait parfois sa gentillesse pour acquise. Rasta Rocket était sorti en 1993 et Candy a joué un entraîneur déshonoré essayant de se racheter. Avant le tournage, il a perdu 50 livres grâce à un régime liquide strict. Son père et son grand-père étaient tous deux morts de crise cardiaque et il ne voulait pas les suivre. Mais la pression des réécritures constantes et le stress du tournage l'ont fait reprendre du poids. En mars 1994, pendant le tournage de Charlots en délire, il avait perdu 66 livres à nouveau. Mais ce n'était pas suffisant. Il est mort d'une crise cardiaque dans son sommeil à seulement 43 ans. Dans Seul au monde, Candy a joué un rôle principal romantique pour la première fois. L'histoire lui a touché une corde sensible. Son personnage était un flic de Chicago, déchiré entre l'amour et sa mère. La propre mère de Candy avait été surprotectrice après la mort de son père alors qu'il n'avait que 5 ans. Le film est sorti en mai 1991 et a rapporté 6 millions de dollars, mais il n'a pas bien marché, terminant avec un total de 21,8 millions de dollars. L'échec l'a durement touché. Il a de nouveau sombré dans la dépression et a commencé à prendre du poids. Il a dit à ses amis qu'il ne savait pas s'il pouvait gérer le bilan émotionnel des rôles sérieux. La même année, dans Delirious, il a joué un scénariste de feuilleton qui se retrouve piégé à l'intérieur de son propre monde fictif. Pendant la production, il s'est heurté au réalisateur à propos des blagues grossophobes dans le scénario. Candy était profondément complexé par son poids et il a quitté le plateau. Il avait été victime d'intimidation quand il était enfant et n'a jamais oublié ce que cela faisait. Le film a coûté 18 millions de dollars à produire et n'a rapporté que 5,5 millions de dollars. Les critiques l'ont détesté. Cette expérience l'a éloigné davantage des comédies qui se moquaient de sa taille. Plus tard, en 1991, il est apparu dans JFK d'Oliver Stone. Son rôle de Dean Andrews était petit mais puissant. Pendant le tournage, il a confié à Kevin Costner que son anxiété était devenue ingérable. Il prenait des médicaments et obtenait enfin une aide professionnelle. Il a admis qu'il consommait de la cocaïne depuis les années 70 et qu'il mangeait trop pour engourdir ses émotions. À 300 livres, avec des problèmes cardiaques et des crises de panique, Candy savait que son temps pourrait être court. Sa vie personnelle était un mélange de joie et de chagrin. Il a épousé Rosemary O'Barr en 1969, après l'avoir rencontrée dans un théâtre de Toronto.
Ils ont eu 2 enfants, Jennifer en 1980 et Christopher en 1944. Mais son programme de tournage le tenait souvent éloigné pendant des mois. Il a manqué les premiers pas qu'il au pas mort de Jennifer. Il lui a écrit des lettres qu'il n'a jamais envoyées, s'excusant et se qualifiant de père invisible. La culpabilité ne l'a jamais quitté. En 1993, même s'il gardait sa famille hors des projecteurs, la solitude pendant les séjours à l'hôtel l'a poussé à manger trop à nouveau, atteignant 300 livres. Il a également tenté sa chance dans un rêve de toujours. En 1991, Candy a acheté une participation dans l'équipe de football des Argonautes de Toronto avec Wayne Gretzky et Bruce McNall. Il y a mis tout son cœur, assistant aux matchs, donnant des discours d'encouragement et même filmant des promotions. Mais en 1994, l'équipe a été vendue sans son avis. Cette trahison l'a anéanti. Il a bu beaucoup pendant 2 jours d'affilée au Mexique, prenant plus de 20 shots par nuit. Il a appelé des amis en pleurant, disant que c'était pire qu'un divorce. Cette douleur émotionnelle a contribué à sa spirale descendante et son poids a grimpé à 355 livres. Il a qualifié la vente de l'équipe de perte d'un enfant. Les problèmes de John Candy avec la cocaïne ont commencé en 1971 lorsqu'il se produisait encore avec le Second City Comedy Group à Toronto. Il travaillait des heures folles, parfois sans arrêt, pendant 2 jours entiers. La drogue l'aidait à rester éveillé, surtout pendant ses sessions avec des gens comme Dan Aykroyd. Au début, cela semblait juste être un coup de pouce, mais bientôt cela s'est transformé en quelque chose de plus sombre. Pendant les premiers jours de SCTV, sa consommation a empiré. Il a commencé à prendre jusqu'à 2 grammes en une seule prise. Cela le faisait se sentir plus grand que nature à l'écran, mais le détruisait tranquillement de l'intérieur. En 1975, son poids oscillait déjà autour de 300 livres et il devenait souvent paranoïaque. Puis, en mars 1982, tout a changé. Son ami proche, John Belushi, est mort à seulement 33 ans d'un mélange de cocaïne et d'héroïne qui a durement touché John. Il s'est enfermé chez lui pendant 2 semaines et a détruit tout son matériel de drogue. Il n'y a plus jamais touché après cela. Mais même s'il a arrêté, les dommages sont restés avec lui pendant des années, jusqu'à sa crise cardiaque en 1994. À partir de l'âge de 17 ans, en 1967, John était accro aux cigarettes. Au début, c'était juste une chose rebelle à Toronto, mais c'est devenu quelque chose qu'il ne pouvait pas lâcher, surtout lorsque le travail devenait stressant. Il a essayé d'arrêter au moins 12 fois. En 1980, il a essayé l'hypnose. En 1990, il a essayé les patchs à la nicotine. Rien n'a fonctionné. L'un des pires moments s'est produit en 1994, lorsqu'il tournait Charlot en délire au Mexique. Il avait essayé d'arrêter à nouveau, mais n'a duré que 3 jours. Le stress, la chaleur, la pression, tout l'a ramené en arrière. Cette fois, il a fumé 2 paquets entiers par jour juste pour s'en sortir. Les gens autour de lui ont dit qu'il pouvait entendre ses poumons siffler en 1945. Quand il est mort, les médecins ont dit que le tabagisme était l'une des choses qui avait conduit à la crise cardiaque. Dans une interview de 1989, il a même plaisanté en disant que les cigarettes étaient la seule co-star sur laquelle il pouvait compter. Mais derrière les rires, il était terrifié de mourir de la même manière que son père en 1955. Son père n'avait que 35 ans. John courait après le même destin et, au fond, il le savait. Au moment où il a eu 40 ans en 1990, les crises de panique étaient devenues insupportables. L'une d'elles a frappé si fort dans un hôtel de Los Angeles qu'il s'est effondré. Pensant qu'il était en train de mourir, il a dû appeler à l'aide. Cette peur était avec lui depuis des années. La mort de son père en 1955 l'avait semé tôt et maintenant elle s'épanouissait en quelque chose qu'il ne pouvait pas contrôler. Pendant le tournage d'Oncle Buck en 1989, ces crises survenaient 3 fois par semaine, durant jusqu'à 15 minutes. Il transpirait,
avait du mal à respirer et essayait de le cacher à tout le monde sur le plateau, y compris au jeune Macaulay Culkin. La thérapie a un peu aidé. Il y est allé 2 fois par mois de 1990 à 1993 et les médecins ont dit qu'une partie était probablement génétique. Il a décrit la sensation comme une bombe à l'intérieur de sa poitrine, toujours en train de tic-tac. Son image publique était si joyeuse, si attachante, mais derrière cela, il s'effondrait. Et il a porté cette douleur jusqu'à sa mort en 1994. Quand la carrière de John a pris un coup, il n'a pas réagi violemment. Il a bu. Après qu'un critique en 1983 l'ait qualifié de pas drôle et de trop gros pour son rôle dans Going Berserk, il est rentré chez lui et a bu 10 bières la même nuit. Il a perdu connaissance pendant 2 jours. La douleur était profonde, liée jusqu'à la perte de son père en 1955. Ces vieilles blessures lui a donné envie de se couper du monde. Quand The Great Outdoors n'a pas bien marché en 1987, il a bu encore plus. 15 boissons par jour, mélangeant bière et whisky. Il s'est disputé avec des gens sur le plateau, a pris 20 livres et est parti en spirale. En 1992, il buvait près de 200 bières par mois. Les médecins lui avaient déjà dit qu'il souffrait d'hypertension en 1948. Mais il ne s'est pas arrêté. Les personnes proches de lui, comme Eugene Levy, ont dit que ce n'était pas seulement les critiques. C'était ce que les critiques lui rappelaient. Que peut-être il n'était pas suffisant. Que peut-être l'amour qu'il donnait ne lui serait pas rendu. Et donc, il a bu. Il était toujours drôle. C'est ce que le monde voyait. Mais la vérité est que son humour cachait quelque chose de beaucoup plus lourd. En 1985, il a commencé une thérapie et a dit la vérité. Il souffrait de dépression et elle était là depuis l'enfance. Il se sentait coupable de ne pas avoir sauvé son père en 1955, même s'il n'était qu'un garçon de 5 ans lorsque son père est décédé. Cette culpabilité ne l'a jamais quitté. Elle s'est transformée en un besoin de plaire à tout le monde. Pendant Planes, Trains and Automobiles en 1997, il s'est poussé à tourner des scènes supplémentaires pour faire plaisir aux réalisateurs, même si cela signifiait travailler 18 heures et pleurer quand personne ne regardait. En 1978, après un pilote de télévision raté, il a dit à son thérapeute qu'il avait des pensées suicidaires. En 1990, les tests de dépression l'ont classé à 28, profondément dans la zone de danger. Ses amis ont dit qu'il faisait rire les acteurs sans arrêt pendant SCTV, mais qu'il rentrait ensuite chez lui et écrivait dans son journal qu'il se sentait inutile. Toutes ces blagues n'étaient pas que des blagues, elles étaient un bouclier. Au fil du temps, la santé de John a commencé à se détériorer d'une manière que personne ne pouvait ignorer. Le 4 mars 1995, pendant le tournage de Charlot en délire à Durango, au Mexique, il est mort dans son sommeil d'une crise cardiaque. Il n'avait que 43 ans. Il fumait depuis 26 ans, depuis l'âge de 17 ans. Il n'a jamais complètement arrêté. L'obésité a aggravé les choses. Pendant les moments difficiles, comme après le désastre de 1991, rien que des ennuis. Il mangeait encore plus. En 1993, lorsque les Argonauts de Toronto ont perdu, il a passé 2 jours à boire de la tequila. Tout ce stress, toutes ces crises émotionnelles se sont accumulées. Certains pensent qu'il souffrait également d'apnée du sommeil, ce qui faisait travailler son cœur plus fort chaque nuit. Un détail choquant est ressorti plus tard. Il utilisait un appareil pour le sommeil sur le plateau, mais grignotait toujours de la nourriture la nuit en cachette. L'autopsie l'a confirmé. Il pesait parfois plus de 375 livres. Son poids a été un combat de toute une vie. Il n'est jamais resté stable. Certaines années, il était de 275 livres. D'autres fois, il dépassait largement les 375 livres. Il augmentait toujours lorsque ses émotions baissaient. En 1984, il a essayé le régime Pritikin, mais il ne pouvait toujours pas résister aux pâtisseries. En 1949, il a perdu 50 livres. Mais après que rien que des ennuis aient échoué en 1991, le poids est revenu immédiatement. En 1992, il était de retour à 330.
Ses amis ont dit qu'il mangeait quand il était anxieux ou triste. Un soir de 1992, il était censé apparaître au prix Jenny, mais leur ligne de promotion disait « Nous avons trouvé la plus grande star que nous pouvions trouver. » Il était tellement embarrassé qu'il ne s'est pas présenté. Pendant Planes, Trains and Automobiles, il a apporté du matériel de gym, mais n'y a jamais touché. Dans ces derniers 6 mois, il a engagé un entraîneur pour Charlot, en délire, mais a continué à se gaver de bonbons et de soda en secret. Ses enfants ont dit plus tard qu'il voulait être en bonne santé, mais la nourriture comme la cocaïne et les cigarettes avaient une emprise sur lui. Le 4 mars 1994, la nouvelle a frappé durement. John Candy était parti. Il est même mort seul dans son sommeil, loin de chez lui au Mexique. L'autopsie a montré des années de dommages. La cocaïne des années 80, le tabagisme sans arrêt, la nourriture, la boisson. Même s'il avait arrêté la drogue des années plus tôt, les dommages étaient faits. À un moment donné dans les années 80, il avait fait une si longue crise de cocaïne qu'il a perdu 2 jours entiers. Dans les années 90, il a abandonné ça. Mais il n'a toujours pas ralenti. Pizza, malbouffe, stress, tout continuait de s'accumuler. Il a mangé une fois une pizza entière seul après un tournage. Et même lorsque les médecins lui ont dit d'arrêter, il n'a pas écouté. Dans la nuit du 3 mars, juste avant sa mort, il a passé 2 appels téléphoniques. Un à sa fille Jennifer, qui avait 14 ans, un à son fils, Christopher, qui avait 10 ans. Il leur a dit qu'il les aimait. Mais quelque chose dans sa voix se sentait différent, comme s'il savait. Plus tard dans la nuit, il a dit à un gardien d'hôtel « Je suis si fatigué, tout ce que je veux, c'est rentrer à la maison. » Il travaillait des journées brutales de 16 heures. La chaleur, l'épuisement, le poids, tout s'effondrait. Il avait dit à des amis auparavant qu'il craignait de mourir jeune, tout comme son père l'avait fait en 1955 à l'âge de 35 ans. Et maintenant, il semblait que cette peur l'avait rattrapé.